Le premier, c'est qu'il réagit plastiquement à la contrainte mécanique. La seconde, c'est qu'il se dissout à la vitesse grand V à l'eau. Et la troisième, c'est qu'il attaque les ciments normaux parce que c'est un sulfate de calcium, il a donc du soufre dedans. Évidemment, dans la portion du trajet choisi, il n'y a pas beaucoup de gypse, mais il y en a quand même. Il y en a quand même quand on passe du côté du Broussan. C'est un exemple, c'est un peu en dehors du tracé, mais ça donne un exemple, c'est un sondage de Garéoult, où vous voyez 4 unités, les mêmes les unes sur les autres, composées d'évaporites, sur 400 mètres d'épaisseur. Alors un tunnel qui passe là-dedans, avec le tunnelier, il joue le rôle de la perceuse qui essaye de percer un édredon. Vous voyez le problème. Donc, la non prise en compte de cette difficulté de structure aboutit à des catastrophes. Et nous avons un très bel exemple qui est justement, ça a été évoqué, celui du tunnel de Toulon. Le tunnel de Toulon, il a mis 20 ans. Et quand il a été annoncé, c'était au début des années 90, j'en ai même perdu la mémoire de la chose. J'ai dit à ma femme, ce tunnel, il va s'effondrer. Elle m'a dit, bon, souvent les femmes sont un peu critiques. Elle m'a dit, ouais, tu connais tout. En mars 96, je suis arrivé avec Var Matin. Je lui ai dit, Mira, regarde, il s'était effondré parce que, allez-y, parce que la structure, elle est extrêmement compliquée. Et c'était connu depuis 1922. C'est pas nouveau. Mais ces messieurs sont très arrogants. Non seulement ils ne regardent que leur portefeuille, je veux dire les constructeurs, les grands gourous, mais ils sont très arrogants. Ils ne tiennent pas compte de la réalité. Ils sont au fond de leur bureau et ils croient que le terrain, c'est la moquette du bureau. Mais c'est faux. Et ça se paye. Allez-y. Allez-y. Cette complication de Toulon, non seulement elle est connue depuis 1922, mais elle est visible en surface. Là, on est dans la Crau toulonnaise et on voit très bien le cristallin qui, dans le tunnel de Toulon, est à l'envers sur du plus récent qui est sédimentaire, pour faire très simple. Et là, en surface, vous avez le cristallin qui est sur le sédimentaire et ça se voit comme le nez au milieu de la figure. Voilà. Tout ça, ça a été balayé. Résultat, le tunnel de Toulon a mis 4, 5, 6 fois le temps prévu. Et quant au budget, je ne m'aventurerai pas à citer des chiffres. Allez-y. Troisième aberration, l'aberration hydrogéologique. Quand on passe cette région, cette pauvre région de Provence, est pauvre en eau. Elle a des besoins d'eau. Et elle est approvisionnée beaucoup trop par le canal de Provence. C'était la solution de facilité. On prend le canal de Provence, on prend l'eau du Verdon, on l'amène. Les communes ne sont pas contentes d'être uniquement dépendantes du canal de Provence. Il y a de l'eau dans le tréfonds provençal, simplement, déjà, on est accroché au canal de Provence, et avec l'ouvrage qui va traverser, voilà la carte hydrogéologique du Var, va traverser toutes les régions calcaires qui sont les plus riches, contrairement aux apparences, en eau souterraine. Et qu'est-ce qu'il va faire en les traversant? Il va bien évidemment déranger les aquifères souterrains, bien évidemment. Allez-y, c'est un autre schéma, avec, vous voyez, avec les flèches rouges, les principaux trajets aquifères qui coupent à la verticale le tracé proposé. Donc le résultat, et même un gosse peut le prévoir. Allez-y. Ça aussi, c'est des spéléologues qui ont fait ça. Et on voit très bien le tracé. Il y a les eaux qui sortent actuellement. Il y en a qui sortent même jusqu'au Faron, à Dardenne, au Revest, à la Fou des Venos. Et il y a toute une partie qui part sous le bassin du Bossé et va dans la baie de la Ciotat. Allez-y. Donc, je pense que quand on coupe les voies de circulation préférentielle souterraine,
on produit une grosse nuisance et on détruit la richesse de la région. Richesse qui n'est pas exploitée, et c'est dommage, mais une richesse potentielle qui peut être même essentielle en tant que ressource alternative en eau en cas de gros accidents, par exemple aériens, touchant du bois, dans le nord, une fuite, on est quand même sous le vent de toutes les centrales nucléaires de France, à ma connaissance. Donc un accident qui pollue les eaux superficielles du Verdon, eh bien, ça nous laisse sans eau. Et la ressource alternative, si elle est condamnée, elle va nous manquer. Allez-y. Donc en conclusion, pour ne pas vous fatiguer, je pense qu'en présence d'une convergence de tous ces paradoxes, c'est-à-dire un choix de tracé qui est le plus long et le plus difficile, un choix de tracé qui cumule le plus de nuisances, un énoncé fantaisiste, et là je ne me suis pas étendu, fantaisiste de budget qu'on sort des chapeaux, et j'en ai entendu 6 milliards, 20 milliards, allez, oh, l'argent ça ne coûte rien, et qui va être certainement dépassé. Quand on voit donc une convergence de ces paradoxes, eh bien, il y a quelque part un dénominateur commun. Et je vous laisse réfléchir sur la nature de ce dénominateur commun. J'ajoute simplement une petite réflexion, c'est que la bêtise et l'incompétence humaine ont des limites, toujours. Mais il y a d'autres défauts qui n'en ont pas de limites, malheureusement. Voilà, merci. Oui, bonsoir, je m'appelle Laurent CGS.